Bay Tyler, chef de projet dans une petite société de logiciels respectable, appelons-la Iron Peak Solutions. Pas une start-up branchée avec des pods pour faire la sieste et du lait d'avoine à la pression. Juste une entreprise tranquille, rentable, qui crée des systèmes sur mesure pour l'industrie. Entrepôt, routage, suivi de production, tableau de bord, de conformité. Des logiciels dont personne ne parle sur Twitter, mais dont tout le monde dépend. L'équipe était minuscule, à peine 23 personnes. La plupart d'entre nous étaient là depuis des années. L'ambiance était parfaite. Pas de politique, pas de culture familiale, pas de théâtre corporatif. On était jugé sur une seule chose. Le travail fonctionnait-il vraiment? Si tu livrais proprement et dans les délais, tu étais au top. Simple. Mon bras droit, c'était Marc. Marc, ingénieur principal dans la cinquantaine, était terriblement brillant. Il pouvait regarder un tas de codes et repérer instantanément la moindre erreur. Il était là depuis le premier jour. Je suis sûr que la moitié du produit existait d'abord dans sa tête. Il avait construit le cadre central, les outils, tout le squelette sur lequel on s'appuyait. Marc était old school, dans le meilleur sens. Il racontait des blagues de père digne, apportait des bagels chaque vendredi comme un rituel sacré, traitait le stagiaire et le patron de la même manière. Pas d'ego, pas de vantardise, juste compétence et décence. Il était le cœur de l'open space. Pendant des années, on fonctionnait en rythme parfait. Le client arrivait avec un problème compliqué. On définissait les besoins, concevait la solution, construisait, testait, déployait. Les délais étaient respectés, le budget maîtrisé, le client satisfait, les revenus stables, la vie tranquille. Jusqu'au printemps dernier, quand le fondateur a décidé qu'il avait fini. Il voulait prendre sa retraite, acheter une maison au bord du lac, peu importe. Il a vendu sa participation majoritaire à un groupe d'investisseurs. Ces derniers sont arrivés avec ce sourire rassurant « Nous sommes là pour vous aider ». Ils ont dit de ne pas stresser, qu'ils adoraient notre modèle et voulaient seulement le développer. Leur première grande décision, engager un CEO moderne pour nous emmener au niveau supérieur. Et c'est là qu'elle est arrivée, Kendra. Elle est entrée un lundi, comme si elle possédait l'air. 30 ans à peine, cette aura de quelqu'un qui passe plus de temps à polir ses posts LinkedIn qu'à résoudre de vrais problèmes. Cheveux parfaits, blasé parfait, sourire impeccable mais qui ne touchait jamais ses yeux. Elle a immédiatement convoqué tout le monde dans la grande salle de réunion. On s'attendait à du classique. Objectif du trimestre, nouvelle vente, roadmap produit, stratégie client. Non. Pendant une demi-heure, pas un mot sur nos logiciels. Juste un déluge de jargon corporatif. Redéfinir notre mission. Créer une culture de sécurité psychologique. Défier les dynamiques de pouvoir dépassées. Dépasser les pensées héritées. Je regarde Marc. Son regard neutre, vide, comme s'il regardait un documentaire dans une langue qu'il ne comprenait pas. Il hoche lentement la tête. Oui, bien sûr, comme tu veux. Son discours se termine sur sa mission, faire d'Iron Peak un lieu de travail inclusif, équitable et tourné vers l'avenir. On applaudit, parce qu'on applaudit toujours quand le nouveau patron termine un discours. L'ambiance change du jour au lendemain. Première mesure officielle, session culturelle obligatoire chaque jeudi après-midi, 2 heures de pur séminaire. Pas de codage, pas de réunion, pas d'appel client. Un consultant Zoom nous parlait de biais inconscients, de privilèges, de micro-agressions. La première session était surréaliste. Chacun devait annoncer ses pronoms. Des hommes qui déboguent des systèmes industriels, bredouillant il, lui, comme s'ils avaient commis un crime. Marc avait l'air de vouloir disparaître dans le tapis. Ces ateliers ont transformé le jeudi en zone morte. Tout le monde a commencé à entasser le travail sur mercredi et vendredi parce que les clients n'en ont rien à faire de tes sentiments. Mais on ne pouvait pas dire que c'était une perte de temps. Kendra arborait ce sourire doux et passif-agressif, du genre « je mémorise ton visage pour plus tard ». Puis, elle a commencé à modifier tout autour. Nos photos marketing ont été auditées. Toute image d'homme blanc en casque
a été supprimé pour manque de représentativité. Le site web est devenu une brochure utopique où tout le monde souriait en parfaite diversité. Les offres d'emploi ont été réécrites, avec de longs paragraphes sur l'engagement envers la diversité et la collaboration basée sur les valeurs. Les compétences réelles passaient au second plan. Je gardais la tête basse, me concentrais sur les délais, les livrables, la satisfaction client. Je me disais que ce n'était que du bruit en haut. Tant que notre équipe livrait, le reste n'avait pas d'importance. Je me trompais. La première fissure est apparue avec Marc. Réunion de lancement pour un nouveau client industriel. Exigences complexes, délais serrés. Kendra est là pour observer. Le client liste les besoins, reporting, intégration avec un système ancien, support au lancement. Marc, confiant, plaisante sur le fait qu'ils pourraient même finir par gérer eux-mêmes le helpdesk le jour J. Normal, rien de grave. Tout le monde acquiesce, sauf Kendra. Elle note, pan suspendu, un petit sourire. La réunion se termine, le client part, tout semble normal. Le lendemain matin, Marc n'est pas à son bureau. À 10h15, Kendra envoie un email froid. Marc Rivers n'est plus avec Iron Peak. Effet immédiat. Respecter sa vie privée. Silence complet. On réalise que si Marc peut disparaître du jour au lendemain, personne n'est à l'abri. Marc n'était pas un employé. C'était le pilier de l'entreprise. Le virer, c'était comme si une équipe NFL éjectait son QB vedette en plein championnat. Au début, on suppose qu'il a fait une grosse erreur, volé de l'argent. Mais non. J'apprends la vérité par Renée, la dame de la finance. Discrète, mais toujours bien informée. Kendra l'a convoquée après la réunion client et l'a virée sur le champ. Aucune discussion, aucun avertissement. Raison officielle, créer un environnement non inclusif par un langage genré excluant. J'éclate de rire, incapable d'y croire. René ne rit pas. Le mot incriminé ? Manning. Comme dans Manning the Support Lines, expression banale. Kendra prétend que c'était une microagression, renforçant des normes patriarcales pouvant décourager les femmes en technique. Marc explique que c'était juste une expression. Sécurité intervient. Il est escorté dehors sans pouvoir récupérer ses affaires. Je reste là, le ventre noué, tenant mon gobelet en papier. C'est là que la peur physique commence. Marc, qui avait formé la moitié du bureau, construit nos systèmes, est éliminé pour une syllabe. On réalise que les règles ont changé. Loyauté, performance, succès des projets, tout est devenu secondaire. La seule chose qui compte, rester dans le cadre idéologique de Kendra. La morale s'effondre. L'ambiance fluide disparaît. Plus de blagues, plus de mimes, plus de « tu peux jeter un œil » sans 3 avertissements. Tout le monde se met sur la défensive. Les emails deviennent rigides. Les conversations courtes et strictement professionnelles. C'est comme travailler dans une bibliothèque où la bibliothécaire est armée et cherche la moindre excuse pour sanctionner. Les nouvelles recrues arrivent. Kendra supervise personnellement le recrutement pour remplacer Marc et quelques autres seniors partis discrètement. Nouveau lead ingénieur, Tessa, fraîche diplômée, avec un CV léger, en expérience pratique mais rempli d'activisme et d'initiatives étudiantes. 2 autres développeuses la rejoignent, même profil. Activisme beaucoup, logiciel peu. Elle se crée un petit groupe dès le 2e jour, parlant TV-réalité, astrologie, cristaux protecteurs et comment les hommes sont une erreur de conception. Pendant ce temps, les deadlines glissent, le code arrive plein de bugs basiques. Les projets coulent, et moi, en tant que chef de projet, je dois essayer d'extraire de la performance de cette équipe. Impossible. Si je signale un bug, ce n'est pas pour améliorer, c'est pour les démoraliser. Si je questionne un délai, je crée un environnement hostile. Si je tente de pousser pour respecter un calendrier, je priorise les timelines sur le bien, être humain. Chaque problème va droit à Kendra, qui prend systématiquement leur parti. Elle me convoque comme si j'étais le problème, me sermonne sur mon style de management autoritaire et me dit de devenir un leader-serviteur,
focalisé sur la validation émotionnelle plutôt que sur les métriques. Les deadlines deviennent une question de vibes. Mon travail devient un cauchemar. Je fais la moitié de leur boulot en reformulant chaque instruction pour ne pas heurter, en corrigeant leurs erreurs moi-même, restant tard, revenant tôt, patchant les builds à 23h pendant qu'elles postent sur le self-care. La qualité chute, les clients se plaignent, les bugs passent en production, les deadlines glissent et à chaque retour client, Kendra applique une gymnastique mentale. Ce n'est jamais de notre faute. C'est toujours un système, patriarcat, capitalisme ou autre. L'équipe historique se dissout. Les anciens partent, voyant l'issue. Kendra appelle chaque départ un alignement culturel réussi, comme si perdre les meilleurs était un tri spirituel. Je cherche un autre emploi, mais le marché est saturé. Je deviens le homme gris, neutre, invisible, non menaçant. J'acquiesce en réunion, parsème mes emails de mots-clés, masque toute opinion. L'objectif, survivre, toucher mon salaire, sortir indemne. Le plan homme gris fonctionne un temps. Je déteste me lever, mais je suis encore payé. L'entreprise survit sur sa réputation des 10 dernières années. Les clients plus anciens commencent à se détourner, silencieusement. Moins de renouvellement, moins de recommandations. Pourtant, Kendra décroche un contrat énorme, le genre de client qu'on affiche fièrement dans une présentation. C'est le plus gros deal jamais signé. Si on réussit, on est tranquille pour des années. Si on échoue, c'est fini. Kendra annonce le projet lors d'un All-Hands, comme si elle venait de guérir le cancer, applaudissant avec les yeux. Elle dit « Ce projet va prouver la puissance de notre nouveau modèle collaboratif et inclusif. » Puis, elle me fixe, trop longtemps, et annonce « Je serai la chef de projet principale. » Mon estomac se noue. Elle me confie le projet le plus critique de l'histoire de l'entreprise. Mon équipe. 3 personnes incapables de livrer ne serait-ce qu'une calculatrice sans tout casser. Ce n'est pas un compliment, c'est un piège. Si le projet réussit, elle l'attribuera à son leadership éclairé. S'il échoue, je serai le bouc émissaire, l'ancien manager rigide incapable de s'adapter. Mais je ne peux pas dire non. J'accepte comme un otage lisant son script. Le projet démarre, et c'est un désastre dès le premier jour. Les nouvelles recrues comprennent à peine les exigences du client. Fonctionnalités de base, flux de données, intégration, reporting. Elles commencent immédiatement à se chamailler sur l'interface utilisateur, sur les couleurs et le ressenti, passant des heures à débattre de l'impact émotionnel d'un bouton. Pendant ce temps, je regarde le calendrier fondre, les jalons, les pénalités, en réalisant que je vais porter cet échec comme un badge. Je fais 13 à 14 heures par jour pour éviter le naufrage. La nuit, je réécris leurs spécifications, moitié ressenti, moitié bullet point. Le week-end, je corrige la logique dans le code, je fais le travail de 3 personnes et je perds du terrain. Et au lieu de me remercier, elles deviennent hostiles, voyant mon intervention comme une intrusion, un contrôle, un étouffement de créativité. Un jour, Tessa me dit clairement que mon ego masculin ne supporte pas que des femmes prennent des décisions techniques. Je reste sans voix. Je suis littéralement la seule raison pour laquelle quelque chose fonctionne. Je tente d'alerter Kendra, ce n'est plus mon stress, c'est la survie de l'entreprise. Je lui présente le plan, les jalons ratés, les bugs, les tests échoués, les délais. Nous glissons vers le précipice. Elle feuillette le dossier comme un menu et me sourit, condescendante. Selon elle, je me focalise trop sur les métriques et pas assez sur l'harmonie de l'équipe. Mon obsession pour les problèmes crée une énergie négative qui bloque le processus créatif. Moment de révélation. Je parle à un mur de briques, un mur qui lie des blocs de biens, être corporate et les prend pour la Bible. Pas moyen de la toucher. Elle vit dans sa réalité construite, et je ne suis qu'un personnage qu'elle peut effacer. Le point de rupture arrive 2 mois après. Une livraison bêta majeure est due. La veille, je suis devant mon ordinateur jusqu'à 3h du matin, bricolant les modules cassés, réécrivant des morceaux,
commentant les bombes logiques, juste pour que quelque chose démarre et ne plante pas instantanément. C'est moche, fragile, mais ça fonctionne. Le lendemain, je traîne jusqu'au bureau, yeux vides, sous caféine et ressentiment. Tessa arrive, furieuse, m'accuse d'avoir modifié son code derrière son dos. Je lui explique calmement. Son code ne fonctionnait pas. Si je ne l'avais pas corrigé, on n'aurait rien à livrer au client. Elle s'énerve, crie, accuse de privilèges masculins, de saboter l'équipe. Tout le bureau regarde, feignant de taper au clavier. Elle fonce au bureau de Kendra. 10 minutes plus tard, l'invitation Outlook tombe. Réunion avec Kendra et RH. Mon cœur ne bat même pas. J'entre. Kendra, accompagnée d'un représentant RH. Son expression, triomphe, déguisée en déception. Elle ne perd pas de temps. Plainte sérieuse, création d'un environnement hostile pour ses collègues féminines, sabotage de l'esprit collaboratif, incapacité à fonctionner dans le nouveau cadre culturel. Verdict déjà écrit, licenciement immédiat. Pas de discours, pas de remerciements. RH m'accompagne dehors comme si j'étais radioactif. Je passe devant la nouvelle équipe, huddled, sourire satisfait, comme si elles avaient gagné. Je réalise, je suis le dernier vestige de l'ancienne équipe, le dernier pilier qu'elle voulait éliminer. Maintenant, je suis dehors. L'extérieur est irréel. En 1 minute, tu passes de manager senior à menace sécuritaire incapable de récupérer sa propre veste. Humiliant, mais étrangement libérateur. La peur quotidienne disparaît, l'idéologie oppressive, le babysitting, tout disparaît. Je rentre, m'effondre, dors 12 heures d'affilée. Les semaines suivantes sont un brouillard. Réveil, ordinateur, CV, candidature, inbox, comme un rat de laboratoire. Je garde contact avec René, de la finance, dernier humain normal chez Iron Peak, et ma fenêtre sur le chaos. On se retrouve pour un café chaque semaine. Elle me raconte le naufrage. Après mon départ, Kendra restructure le leadership, ce qui veut dire confier le volant à ceux qui ont déjà craché. Tessa est promue à la tête du gros contrat, plein pouvoir, ego énorme, aucune compétence réelle. Sans moi pour maintenir les billes de la nuit, le projet passe du désastre en slow motion à l'incendie total. Les builds quotidiens envoyés aux clients sont cassés. Les fonctionnalités disparaissent, scripts de base défaillent, UI partiellement rendu, erreurs aléatoires, réaction de l'équipe. Le client est oppressif. Pas de correction, pas de responsabilité. René raconte une conférence où Tessa a dit au lead technique client d'examiner son privilège avant de critiquer son travail. Le client, vieux fabricant industriel, n'a pas apprécié. Il documente tout. Jalons manqués, build cassé, mail bizarre, note d'appel, capture d'écran. Kendra est totalement à côté de la plaque, occupée à ses projets de vanité, redesign de site web, photos de stock de femmes souriantes, tandis que le vrai produit crache. Elle impose des wellness half days chaque vendredi, alors que le plus gros contrat brûle. LinkedIn devient un flot de posts narcissiques sur la culture, valeurs féministes qu'elle construit. L'ambiance est désespérée. Les derniers compétents cherchent la sortie ou se contentent du strict minimum pour ne pas être ciblés. Les nouvelles recrues prospèrent. Elles livrent de la merde, rabaissent clients et collègues. Rien ne se passe. Elles sont même félicitées. Iron Peak devient un navire fantôme. Quelques semaines après mon licenciement, je trouve enfin un nouveau poste chez un concurrent en ville. Meilleur titre, meilleur salaire, des vrais adultes aux commandes. Le premier jour, je sens mes épaules se relâcher pour la première fois depuis des mois. Mais je ne peux m'empêcher de suivre de loin l'effondrement d'Iron Peak, comme on observe un accident dont on a réchappé. Je crée un groupe de discussion avec Marc, René et quelques autres virés. On s'appelle Iron Peak Refugees. C'est notre coin pour les mauvaises nouvelles et l'humour noir. Chaque semaine, quelqu'un poste quelque chose et c'est jamais bon. La première claque, la page Glassdoor de l'entreprise. Transformée en cratère. Avis une étoile empilée comme des briques. Les employés anonymes racontent tout. Licenciement soudain. Fuite des talents. Sermon bien.
être pendant que les projets brûlaient, positivité toxique pour masquer l'inactivité. Lire ça, c'était comme regarder des inconnus décrire ton propre accident depuis le trottoir. Le nom d'Iron Peak est traîné dans la boue jusqu'à devenir béton. Les clients arrêtent d'appeler. Les prospects ghostent l'entreprise. Les candidats intelligents googlent la boîte et reculent lentement. Le recrutement est mort. Même des Tesla offertes à l'entrée n'attireraient personne. René raconte que les investisseurs sont furieux en coulisses, mais impuissants. Kendra a ses contrats, parachute doré, clause de licenciement, tout ce qui dit « à vous de gérer vos problèmes ». La lente agonie continue. La chute finale dure environ 5 mois. Pas une explosion, un saignement progressif. Départ par 2 ou 3, équipements non remplacés, abonnements qui expirent, tickets support qui s'accumulent. Les updates de René deviennent chaque semaine plus sombres. Puis un après-midi, elle envoie une photo. Devanture de notre ancien bureau. Même porte vitrée, même plante moche dans le hall, mais un grand panneau en flies sur la vitre. Le logo Iron Peak est effacé, juste un rectangle vide là où les lettres étaient. Pas d'annonce dramatique, pas d'email d'adieu, juste effacé. Et c'est comme ça qu'on apprend que c'est terminé. Une entreprise stable et rentable, 12 ans d'existence, disparue en moins d'1 an. Pas à cause de l'économie, ni d'un concurrent, ni d'un produit obsolète. Dévorée de l'intérieur par un style de leadership qui valorise les gestes sur les résultats. Quelques semaines après la photo, Marc propose qu'on se retrouve pour un dernier verre, comme un wake, mais sans fleurs. On choisit un bar tranquille en banlieue, lumière tamisée, bière pas chère, pas de musique pour forcer la conversation. 8 d'entre nous, tous visages familiers, ceux qui ont construit l'entreprise. Travaillé tard pour les lancements, réparer les problèmes, former les suivants. On ne célèbre pas. On reste assis avec ce vide, comme si on avait perdu quelque chose qu'on ne réalisait pas apprécier avant qu'il disparaisse. Vers la fin de la soirée, Trevor sort son téléphone. Un sourire comme s'il allait nous montrer un accident de voiture. Kendra a mis à jour son LinkedIn. Elle n'est plus CEO. Nouveau titre. Conseillère indépendante en culture et stratégie. Le titre le plus « Je me suis fait virer, mais je le reformule » que j'ai jamais vu. Le même jour, elle publie un long texte d'auto-félicitations sur son parcours chez Iron Peak. Comment elle a courageusement défié une culture stagnante et masculine, centré les voix marginalisées, résisté aux stakeholders traditionnels. Elle décrit ça comme une guerre. Et le naufrage de l'entreprise n'est jamais sa faute. Elle conclut. Parfois, le plus courageux pour un leader est de s'éloigner d'un système qui refuse d'évoluer et je suis impatiente d'aider d'autres organisations à naviguer la transformation. Zéro conscience de soi, zéro responsabilité. Dans sa tête, elle n'a pas fait s'écraser l'avion. Elle est une visionnaire trop avancée pour les passagers. Et nous sommes les vilains de son arc héroïque. Trevor regarde les réactions. 3 likes seulement. Une de Tessa, 2 des autres recrues. Son fan club tient dans une petite voiture. Puis Trevor voit un commentaire. Greg, le PM côté client, calmement professionnel. Notre entreprise a perdu 1 million de dollars et 14 mois de développement à cause de votre incompétence et manque de professionnalisme. La seule leçon, compétence et intégrité comptent plus que les slogans. Nous vous souhaitons du succès pour l'avenir. Pas d'émoji, pas d'insultes, pas de drame. Comme un reçu scotché sur son front. Puis le commentaire disparaît. Kendra l'a supprimé, bien sûr. Peu importe. Quelqu'un a fait une capture d'écran. Elle circule déjà, partagée dans des groupes, forums, chez des professionnels tech, comme une histoire au coin du feu. On reste tous silencieux devant nos téléphones. Puis Marc se met à rire. Pas un rire joyeux, pas amusé. Un rire profond, épuisé, amer, qui fait mal, contagieux. Je commence à rire, Trevor aussi, puis tout le monde. 8 adultes dans un bar tranquille, riant comme des fous. Parce que faire d'autre ? Cette femme a réussi à détruire une entreprise fonctionnelle, briser des carrières, ruiner la confiance client et réécrire l'histoire dans sa tête comme une croisade noble. Le pire,
elle ne touchera jamais le fond. Elle échouera toujours vers le haut, consultant sur un autre projet, même buzzwords, même victime naïve, on lève nos verres. Marc a la compétence, haussant les épaules comme si c'était presque drôle. Concept intéressant. En théorie, on trinque à ça. Dans les mois suivants, chacun trouve un emploi stable, mieux payé, avec de vrais adultes aux commandes. La vie continue. Mais chaque fois que je passe devant l'ancien parc d'affaires, je vois encore ce rectangle vide sur la porte vitrée. Et j'entends la voix de Kendra dire « Team Harmony !» pendant que la timeline brûle. Je ne le vois pas comme homme contre femme, ou ce genre de conneries internet. C'était plus simple. Compétence contre incompétence. Et quand l'incompétence reçoit une couronne et une mission sacrée, elle ne se contente pas de casser des projets. Elle brûle tout autour jusqu'aux cendres.